Il y a 2 jours, le 8 mai, on a célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme tous les ans à cette date. Mais le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a pris une initiative inhabituelle. Dans un tweet très remarqué, il a rendu hommage aux policiers qui, je cite, « partout en France ont pris le maquis et ont fait le choix de la résistance ». Ce tweet n'est pas passé inaperçu et il a en effet de quoi surprendre. Car les autorités d'État gardent d'ordinaire un silence pudique sur l'attitude et le rôle d'ensemble joué par la police et la gendarmerie française pendant l'occupation allemande. Et pour cause, ces corps de l'État français ont activement collaboré avec les nazis sous l'autorité de Vichy et du maréchal Pétain. Ils ne se sont pas toujours même contentés d'obéir, contraints et forcés aux exigences de l'occupant. Ils ont souvent agi avec zèle contre les juifs, les communistes, tous les résistants en général. Il est arrivé que la police française aille jusqu'à devancer les demandes allemandes. Les historiens soulignent qu'une majorité de policiers se sont contentés d'exécuter les ordres comme leur statut de fonctionnaire les y contraignait sans en rajouter dans la collaboration. Ces historiens constatent aussi qu'il y a eu très peu de démissions et de défections. Seuls des policiers isolés ont sauvé l'honneur en désobéissant aux consignes, en avertissant des cibles parmi les juifs ou les résistants visés, en aidant certains à s'enfuir, parfois même en rejoignant des réseaux résistants. L'Institut Yad Vashem pour la mémoire du génocide des Juifs a ainsi reconnu comme juste parmi les nations 68 policiers et gendarmes français, presque tous issus du bas de l'échelle hiérarchique, qui ont exercé un devoir de désobéissance au nom de valeurs supérieures. Une toute petite minorité donc. À côté de ça, on sait qu'un nombre non négligeable d'unités, comme les fameuses brigades spéciales ou le service d'enquête et de contrôle, se sont rendus responsables de l'arrestation et de la mort de milliers de personnes, aussi bien des hommes que des femmes et des enfants. Et il suffit de rappeler qu'en juillet 1942, c'est le secrétaire général de la police, René Bousquet, qui passe un accord avec Karl Oberg, représentant de l'ASS, ce qui va permettre de faire procéder par la police française aux grandes rafles du Veldiv et d'envoyer à la mort plus de 13 000 personnes. Si on fait attention aux termes dans lesquels le tweet du ministre est formulé, on se rend compte que lui-même ou son entourage ont bien eu soin d'écrire non pas « les policiers ont résisté », mais « des policiers ont résisté », sans évidemment prendre de position sur la proportion des effectifs. Des, ça peut être un tout petit nombre. Alors, évidemment, la raison pour laquelle Castaner et son entourage ont pris cette initiative, pour le moins imprudente, de se référer aux années sombres, c'est le contexte dans lequel on reproche de plus en plus unanimement l'usage systématique de violences disproportionnées contre le mouvement des Gilets jaunes et l'importation, finalement, contre ce mouvement, des violences policières systémiques qui se développent dans les banlieues depuis des années et des années. Les organisations internationales elles-mêmes dénoncent cette disproportion des violences. Les médias, l'opinion prennent conscience peu à peu de l'ampleur du phénomène. Quiconque va sur YouTube peut trouver la vidéo hallucinante de Jérôme Rodriguez, tranquillement dans un coin de la place de la Bastille, en train de filmer, de manger avec un petit groupe tout à fait inoffensif, et qui se fait éborgner de sang-froid par un membre des forces de l'ordre. Une enquête, semble-t-il, est en cours, mais on ne sait toujours pas qui est le responsable de cet acte criminel. Alors, il ne faut évidemment pas tomber dans le piège tendu par le ministre. Au lieu de faire référence à une vision manichéenne de la période de la collaboration, il y a des considérations beaucoup plus précises à avoir. D'abord, il y a la question du poids des traditions qui sont conservées dans les institutions à travers le temps et qui sont inculquées au fil du temps aux nouveaux membres de ces institutions, en l'occurrence la police, de génération en génération. Ce qui est en jeu ici, si on veut absolument faire référence à l'histoire, c'est peut-être moins ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale que ce qui s'est passé en particulier pendant les années 60. Dans le contexte de la guerre d'indépendance d'Algérie, il suffit de rappeler les dizaines et probablement centaines de morts algériens assassinés tout au long du mois d'octobre 1961 par la police française avec la bénédiction du préfet de police de Paris, Maurice Papon. Avec 68, avec notamment les instructions du préfet Grimaud, on avait pris un autre
tournant. Griveaux, on s'en souvient, avait recommandé à ses hommes de ne pas frapper les manifestants à terre, de préserver par leur comportement l'honneur de la police. Et puis, on en est revenu, à partir de 1986, avec les fameux Pasqua-Pandro, à une réactivation de ce recours aux violences disproportionnées par la police, et ça s'est soldé, on s'en souvient, par la mort de Malik Oussekine, dont un député de La République En Marche nous a expliqué récemment qu'il fallait l'oublier, bien sûr. Aujourd'hui, depuis les gouvernements Sarkozy et depuis surtout Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sous François Hollande, il y a une montée des violences policières. C'est une politique, faire prendre peur aux gens qui veulent aller manifester. Alors voilà, il y a une question de tradition, et puis cette culture d'un maintien de l'ordre à la française qui ne cherche pas, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, la désescalade, qui joue en quelque sorte la stratégie de la tension. Le deuxième point, c'est la question des ordres illégaux. Il y a des normes supérieures qui interdisent à quiconque, quels que soient les ordres que l'on lui donne, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, de commettre un certain nombre d'actes. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il est très difficile, bien sûr, de refuser des ordres illégaux, mais c'est un élément fondamental qu'il faut prendre en compte. Et puis, le troisième point, c'est la question du laisser-faire par la hiérarchie. Les historiens des violences policières pendant la guerre d'Algérie en métropole, des exactions et des violences illégales de l'armée en Algérie elle-même, d'ailleurs aussi pendant cette période, montrent très bien que la non-prise en compte, le déni ou l'euphémisation des abus des hommes sur le terrain, des violences disproportionnées par la hiérarchie, vaut en fait acquiescement et autorisation, et cela peut faire système. Ce qui amène à une conclusion simple. La question la plus importante, c'est celle des responsabilités des donneurs d'ordres illégaux, de ceux qui laissent faire aussi de façon systématique et même systémique des violences illégitimes et disproportionnées. La responsabilité de ceux qui, aux postes centraux de commandement, par exemple, dans les manifestations, font nasser des foules qui sont sans issue autour d'elles. La responsabilité aussi de ceux qui sont derrière les choix généraux en matière de doctrine, de maintien de l'ordre. Autrement dit, il faut que les hiérarchies policières et ministérielles répondent en justice des conséquences de leurs actes et de leurs ordres, que ces hiérarchies répondent devant la population qui finance par l'impôt leur salaire, qu'elles répondent des blessures, des mutilations et des morts.